Les esthètes de l'inutile. Fable poético-politique sur la beauté inutile, la résistance du geste gratuit et la subversion du sens. Il vivait à la périphérie du monde fonctionnel dans une zone que les cartes appelaient secteur non productif. C'étaient les esthètes de l'inutile. Une confrérie discrète, passionnée, obstinée. Construire des choses qui ne servaient à rien. Des ponts qui ne menaient nulle part, des horloges sans aiguille, des jardins de pierres flottantes, des poèmes gravés sur des murs qu'on allait bientôt détruire. Leur devise était simple: tout ce qui ne rapporte rien nous appartient. Premier chapitre, le monde utile. Le siècle avait fait de la fonctionnalité une religion. Chaque objet, chaque idée, chaque émotion devait servir à quelque chose. On évaluait les gens à leur rendement, les mots à leur efficacité, les silences à leur valeur ajoutée. On ne disait plus belles choses, mais choses optimisées. Les musées étaient devenus des centres de données esthétiques. Les poètes, des ingénieurs d'émotions calibrées. Alors quand les premiers esthètes apparurent, on les prit pour des provocateurs. « Vous gaspillez des ressources !» criaient les autorités. « Non !» répondait-il. « Nous gaspillons le sérieux. » Chapitre 2, le geste inutile. Chaque semaine, ils organisaient des manifestations d'inutilité. L'une d'elles consistait à assembler des tours de papier à la main, hautes comme des arbres, avant de les laisser se dissoudre sous la pluie. Une autre fois, ils plantèrent dans une place publique un champ de poignées de porte sans mur. Les passants les regardaient, perplexes. À quoi ça sert ? À ouvrir ce qui n'existe pas encore. Un jour, leur enfant leur demanda « Pourquoi vous faites ça ?» « Parce qu'on nous a appris à faire utilement. »« Et ça fait du bien d'oublier ?»« Non, ça fait du beau. » 3. Le procès de l'inutile. Les autorités finirent par arrêter les fondateurs du mouvement. On les jugea pour sabotage de productivité nationale. Le procès fut retransmis en direct. Le procureur tenait. « Vous détournez des matériaux, vous détournez du temps, vous détournez le sens même du travail. » Le chef du groupe, un vieil homme à la barbe rieuse, répondit calmement « Nous ne détournons rien, nous le rendons. » « À qui ?»« À la gratuité. Vous vous souvenez, cette chose que vous avez troquée contre la rentabilité ?» Le tribunal hésita, on ne savait plus très bien si c'était un crime ou un poème. 4. L'invasion du beau. Pendant leur détention, les gens commencèrent à parler d'eux. Certains riaient, d'autres méditaient. Puis, sans qu'on sache pourquoi, le mouvement se répandit. Des ingénieurs se mirent à concevoir des ponts invisibles. Des cadres sculptaient des nuages à la pause déjeuner. Des enfants collectionnaient les minutes perdues. Le monde utile commença à ralentir. Les machines déroutées se mirent à produire des erreurs magnifiques, des chiffres qui dansaient, des plans qui chantaient. On appela ça la pandémie de l'esthétique. 5. Le renversement. Le gouvernement tenta de reprendre la main. L'inutile menace la stabilité mondiale. Mais il était trop tard. Les gens avaient découvert que le geste gratuit valait plus que la perfection productive. Ils construisaient pour voir, peignaient pour respirer, pleuraient pour comprendre. Les esthètes furent libérés. À la sortie du tribunal, un journaliste demanda « Que comptez-vous faire maintenant ?»« Rien. »« Encore ?»« Toujours. » 6. Épilogue. Le musée invisible. Des années plus tard, on raconte qu'il existe un musée secret.
sans mur, sans gardien, sans billet. Il n'abrite que des œuvres impossibles, des sculptures d'air, des tableaux de vent, des mélodies de silence. À l'entrée, une phrase gravée, l'utile survit, l'inutile vit. Et parfois, au détour d'une rue, quand quelqu'un fait un geste sans raison, dessine un sourire sur la buée d'une vitre, jette une pièce dans une fontaine vide, ou caresse le vent, on dit qu'un esthète de l'inutile quelque part lève les yeux et murmure « Voilà, le monde recommence à respirer ».